Aujourd'hui, je vais vous raconter le Paris des années 20. Le Paris des années folles. Cette année-là, la ville est un véritable centre de créativité, de modernité et de rébellion contre les conventions anciennes. Elle voit émerger des transformations profondes dans de nombreux domaines, dont la musique, la mode et l'architecture. Paris devient le carrefour des nouvelles tendances et une capitale emblématique de l'avant-garde. Durant cette décennie, l'exposition internationale des arts décoratifs et industriels modernes voit le jour. L'événement s'inscrit dans la continuité des expositions universelles, mais avec un accent particulier sur le design, la décoration et le mobilier, plutôt que sur les beaux-arts. L'objectif est de démontrer que l'industrie peut produire des objets alliant fonctionnalité et esthétique, créant ainsi un lien entre la beauté et la production en série. Ce mouvement artistique se caractérise par l'utilisation de formes géométriques, de lignes épurées, de motifs stylisés, inspirés de l'antiquité égyptienne et grecque, de la nature, de l'orientalisme et des formes industrielles. L'art déco combine des influences modernistes et ornementales, tout en s'ouvrant à des matériaux innovants, comme l'aluminium, l'acier, le verre, la laque et l'ébène. Les artistes et créateurs ont voulu conjuguer élégance, luxe et modernité dans des objets du quotidien. Le palais de la Porte Dorée est l'un des exemples de ce style, avec ses lignes rigides et ses décorations symboliques. L'exposition des arts décoratifs de 1925 a fait de Paris le centre mondial du design et a influencé profondément la manière dont l'art, l'architecture et l'ameublement étaient perçus et créés à travers le monde. Elle a ouvert la voie à de nouvelles expressions de beauté et de fonctionnalité.
La fée électricité et les avancées techniques réalisées pour la guerre sont à l'origine de l'explosion de l'électroménager. Vous ne le savez peut-être pas, mais tous les objets de la vie quotidienne que vous utilisez couramment, messieurs, ont vu le jour ces années-là. En 1923, s'ouvre à Paris le premier salon des appareils ménagers qui rencontre un immense succès. Il deviendra ensuite le salon des arts ménagers, une exposition mettant en relief tous les ustensiles destinés à faciliter la vie de la ménagère. Tous ces objets deviennent les nouvelles stars d'un grand spectacle en construction, celui de la société de consommation et du rêve d'un idéal domestique. Parallèlement, la radio se développe. Avec elle, la publicité prend une importance croissante et pénètre les foyers. Un réfrigérateur, Une machine à laver, un fer à ramasser, un moulin à café, une cuisinière à gaz, et puis des radiateurs, et un aspirateur, un rasoir caractérique, Elle deviendra bientôt omniprésente, au point d'envahir certains monuments emblématiques de la capitale. Lors de l'exposition internationale des arts décoratifs, l'ingénieur électricien Fernando Giacopozzi, surnommé le magicien de la lumière, fait briller le nom d'André Citroën sur 3 des 4 faces de la Tour Eiffel. L'illumination fait connaître la Tour Eiffel dans le monde entier. L'éclairage va rester en place pendant près de 10 ans, renouvelant le spectacle un soir par semaine. Mais ne fait-on pas encore la même chose aujourd'hui lorsqu'on utilise la Tour Eiffel pour des commémorations ? Le cinéma conquiert peu à peu les foules qui s'esclavent aux aventures de Buster Keaton ou Harold Lloyd.
Charlie Chaplin acquiert une notoriété mondiale grâce aux films qu'il réalise. Kid, La ruée vers l'or deviennent des classiques incontournables du cinéma mondial. Cette période est aussi l'objet d'un foisonnement littéraire. Un groupe d'écrivains américains qui ont vécu de près ou de loin la Première Guerre mondiale et éprouvé un profond désenchantement face aux horreurs du conflit se rassemblent à Paris sous le nom de Génération perdue. Ils sont souvent critiques de l'Amérique de l'après-guerre, qu'ils considèrent comme matérialiste, conservatrice et dénuée de sens profond. Certains ont aussi exprimé une profonde insatisfaction face à la société de consommation naissante et à l'influence croissante des grandes entreprises. Il y a bien sûr Ernest Hemingway, connu pour son style minimaliste et direct, souvent axé sur les thèmes de la guerre, de l'héroïsme ou de la mort. Qui n'a pas lu Le vieil homme et la mer ? Il y a aussi Frank Scott Fitzgerald. Son roman le plus connu, Gatsby le Magnifique, est un portrait amer de la société américaine des années 20, de la quête du rêve américain et de l'illusion de la richesse et du statut social. Nos écrivains français, eux aussi, ont leur heure de gloire. Les cafés, comme le Café de Flore, les Deux Magots et la Rotonde, deviennent des institutions, où des figures comme Jean-Paul Sartre, Simone de Beauvoir, André Gide se rencontreront plus tard. Ces lieux sont aussi fréquentés par des créateurs et des artistes qui y trouvent l'inspiration. Ces cafés deviennent des symboles de l'intelligentsia parisienne. Écoutez bien, mesdames et messieurs, les années 20, c'est aussi l'émancipation de la femme. Elles, qui ont pallié l'absence des hommes partis au front dans tous les domaines de la société, entendent bien revendiquer un nouvel espace de liberté et conquérir les droits qui leur semblent légitimes. Droits civiques, droits de vote et égalité dans les espaces de travail. Dans de nombreux pays, elles obtiennent le droit de vote. Mais il faudra attendre 1944
pour qu'elles l'obtiennent en France. Les Flappers, jeunes femmes émancipées, incarnent cet esprit de liberté. Elles dansent le Charleston, fument en public et défient les morales traditionnelles. So cast off the shackles of yesterday, and shoulder to shoulder into the fray. Our daughters will adore us, and they'll sing in grateful chorus. Well done, well done, well done, sister suffragettes. Cette émancipation nouvelle passe également par une révolution dans la mode. Après la guerre, les femmes se libèrent des corsets et des vêtements contraignants, optant pour des vêtements plus simples et plus confortables. La silhouette devient plus droite et fluide, avec des robes plus courtes, des jupes taille basse et des cheveux coupés en bob. Coco Chanel est sans doute la figure la plus célèbre de cette révolution vestimentaire. Elle démocratise le tailleur pour femmes et crée la fameuse petite robe noire, qui devient un incontournable de la garde-robe féminine. Elle symbolise une nouvelle image de la femme, moderne, élégante et indépendante. À cette époque, c'est l'explosion du jazz. Ce genre musical venu des États-Unis envahit les clubs parisiens et devient le symbole de cette décennie. Le jazz a non seulement conquis les Américains expatriés, mais aussi une partie du public européen. Le jazz band, avec ses instruments avant, ses saxophones et trompettes, rythme les soirées des Parisiens et des touristes étrangers. Le jazz hot et les danses, comme le Charleston ou le foxtrot, se diffusent dans les clubs parisiens, notamment dans les quartiers Montmartre et Montparnasse. Les artistes noirs américains jouent un rôle fondamental dans cette révolution musicale, avec des figures comme Sidney Bechet et Louis Armstrong, qui deviennent des stars à Paris. En ces années de folie, les scènes du music-hall parisien s'enflamment. La Revue Nègre, avec Joséphine Baker, est l'une des manifestations les plus prisées à Paris et constitue un moment clé de l'histoire de la culture afro-américaine en Europe. Beaucoup de ronds-pompons à nos bosses du cœur, le spectre pour saluer notre enfant. Cette revue de cabaret
a été l'un des premiers événements artistiques en France à célébrer la culture noire sous un angle nouveau et audacieux. Des spectateurs parisiens, nombreux à assister à cette revue, ont découvert des artistes noirs loin des clichés raciaux associés au spectacle de l'époque. À cette époque, je peux vous dire que les artistes français ne sont pas en reste. Maurice Chevalier, avec son fameux canotier, Mistinguett et son célèbre Ça c'est Paris, sont des personnages iconiques. Ils enflamment les scènes du music-hall parisien. Plongé dans le noir, la ville lumière. Paris sera toujours Paris, la plus belle ville du monde. Malgré l'obscurité profonde, son éclat ne peut être assombri. Paris sera toujours Paris. Plus on réduit son éclairage, plus on voit briller son courage, sa bonne humeur et son esprit. Paris sera toujours Paris. L'année dernière, nous fêtions les 100 ans des Jeux Olympiques à Paris. Et oui, en juillet 1924, Paris est devenue la capitale mondiale du sport. La ville accueille les Jeux Olympiques. Pendant 4 semaines, 3089 athlètes, dont seulement 135 femmes, représentant 44 pays, vont s'affronter lors des 126 épreuves des 23 disciplines représentant 17 sports. Vous avez sans doute entendu parler des Finlandais volants, surnom donné aux athlètes finlandais en raison de leur suprématie sur les courses de fond et de demi-fond. Lors de ces Olympiades, la Finlande remporte 8 titres et 12 médailles au total. Quant au nageur américain Johnny Weissmuller, il survole les épreuves de natation en remportant plusieurs médailles. C'est sûr, vous le connaissez bien, car il interprétera plus tard le rôle de Tarzan au cinéma. Environ 700 journalistes sont présents à Paris pour suivre les compétitions. Pour la première fois, les épreuves olympiques sont commentées en direct à la radio
grâce à l'arrivée de la TSF. Au final, les États-Unis finissent à la première place au tableau des médailles, suivis de la Finlande et de la France, qui se hisse sur la 3e marche du podium. D'autres exploits vont voir le jour durant cette période. Je vais vous raconter le plus connu. Nous sommes le 21 mai 1927. Une foule immense est rassemblée à l'aérodrome du Bourget pour acclamer un jeune pilote américain, Charles Lindbergh, qui vient de réussir l'exploit de traverser l'Atlantique de New York à Paris aux commandes d'un aéronef baptisé le Spirit of Saint-Louis. Quelques 12 jours plus tôt, 2 aviateurs français, Charles Mungesser et François Colly, s'abîmaient dans l'océan à bord de l'Oiseau Blanc, en tentant la traversée dans l'autre sens. Lindbergh aura la délicatesse de rencontrer la mère de François Colly pour lui présenter ses condoléances. L'exploit de ce jeune Américain ouvrira la porte à une aventure exceptionnelle si l'on songe qu'à peine un demi-siècle plus tard, un autre Américain posera, lui, le pied sur la Lune. Et ce ne sera que le début de l'épopée spatiale. Les années 20 apparaissent ainsi comme une période clé
dans l'histoire du XXe siècle, voire de l'histoire tout court. Passé le moment d'euphorie de l'armistice, c'est un foisonnement d'idées, de techniques, de progrès dans de nombreux domaines. Ces années ont marqué le siècle de leur empreinte et demeurent à jamais comme une parenthèse exceptionnelle entre deux tragédies. La crise économique de 1929 viendra, hélas, mettre un terme à cette effervescence. Mais cette décennie reste sans conteste celle qui suscite le plus d'enthousiasme au point que l'on a qualifié ces années 20 d'années folles. Ainsi s'achève notre voyage dans cette décennie. Mais n'oubliez pas, mes amis, celui qui vit sans folie n'est pas si sage qu'il le croit, car il n'y a pas de génie sans un grain de folie.
Mesdames, messieurs, les années folles! Je n'entends rien, est-ce que vous êtes toujours là? Alors voici notre symphonie pyrotechnique.
c'est la 20e et dernière édition qui s'achève. J'espère que vous allez repartir avec des étoiles plein les yeux. Mais attendez un tout petit peu. Les artificiers veulent vous faire une petite surprise et moi, pour tous ceux qui nous suivent depuis la naissance des Nuits de Sologne, je voudrais vous montrer quelques photos souvenirs de cette belle aventure. Ce ne sera pas long, mais cela rappellera sûrement de bons souvenirs à certains. En 2004, pour cette première édition, la lampe magique d'Aladin a fait venir plus de 6000 spectateurs qui se sont rassemblés autour de notre chaîne tricentenaire. L'année suivante, c'est la chenille d'Alice qui vous a enchanté. Et ça y est, les cabanes en bois et brémaille sont construites. En 2006, l'épée du roi Arthur vous accueille. Tout le monde est sur le pied de guerre, bénévoles, artificiers et même la sécurité. Puis vous avez vibré avec Toulouse-Lautrec et son French Cancan. En attendant la nuit, Michel Pirard vous a accompagné et vous avez même pu suivre des cours de vannerie. En 2008, de nombreux bénévoles vous ont accueillis pour ce conte africain qui a enflammé le petit Noto. L'année d'après, nous nous sommes adaptés pour le retour d'Ulysse et le ciel de la Sologne s'est embrasé une nouvelle fois. 2010, avec ce conte étoilé, le site s'agrandit et les bénévoles ne ménagent pas leur peine pour vous accueillir. En 2011, l'eau et le feu sont bien là et vous êtes de plus en plus nombreux. « 2012, l'accueil Sologno est au rendez-vous et vous en avez vu de toutes les couleurs. Pour les 10 ans, le site est prêt pour accueillir 15 000 personnes et les bikers vont vous faire trembler. En 2014, le cirque Alexis Grus s'invite et tout le monde se met en fête. Pour la balade celte, les Bretons sont là et vous prenez vos marques sur le site du petit Noto. Ensuite, nous voyageons. Et avec les 12 coups de minuit de Big Ben, c'est le départ pour le tour du monde. 2017, nous accueillons une artiste américaine et les tableaux de feu font oublier à tous que c'est la dernière année sur le site du petit Noto à Nouan-le-Fusolier. 2018, c'est reparti. Ce nouveau site, beaucoup plus grand, vous accueille encore plus nombreux. Et les artificiers se font une joie de vous proposer une immense façade de feu. L'année suivante, nous accueillons l'Opéra de Carmen dans la bonne humeur. Et nos décoratrices se surpassent. Après 2 années de repos forcé, à l'abordage, les bénévoles vous attendent avant le spectacle grandiose. En 2023, la chanteuse sur scène enflamme la foule, tandis que notre conteur vous raconte Jules Verne et vous avez profité du site au soleil couchant. L'année dernière, la pluie s'est invitée avant le spectacle, mais le cœur y était, et les étoiles dans le ciel étaient encore bien présentes pour vous faire rêver. Mai 2025, c'est aussi un anniversaire. Pour lancer ensemble notre surprise, vous êtes prêts? Je vous propose de compter avec moi. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2,
1-0. C'était complètement fou. Faites du bruit pour les Nuits de Sologne 2025. Je voudrais vous entendre crier encore plus fort pour tous les artificiers, toutes les équipes techniques, tous les bénévoles, faites du bruit. C'était magique, c'était dingue, c'était fou. Alors, on va appeler sur scène le président, on va